Le 24 avril 1915, des notables arméniens de Constantinople sont arrêtés, déportés et pour la plupart éliminés. Cette rafle marque le début du génocide. Que s'est-il passé ensuite? Quelle reconnaissance du génocide? Quelle justice pour les victimes? En quoi le traité de Lausanne de 1923 enterre-t-il la question arménienne? Le déni de justice et de mémoire des victimes a-t-il été organisé? Peut-on parler de négationnisme d'État? En 2016, qu'en est-il de l'attitude des pays de la communauté internationale? Les questions sont aussi nombreuses, complexes que délicates. Ce soir, Claire Mouradian, merci d'être parmi nous pour enrichir nos connaissances et élever nos consciences. Mesdames et messieurs, excellente conférence. Rebonjour, merci à vous d'être venus ce soir. Et merci à la LICRA d'avoir organisé d'abord la présentation de l'exposition et cette conférence. Donc c'est une année difficile qui vient de se terminer, donc c'est pour tous. Ça a été aussi celle du centenaire de cet événement majeur de l'histoire contemporaine des Arméniens, qui est le génocide arménien. Mais ce n'est pas simplement un événement de l'histoire arménienne, c'est aussi un événement de l'histoire européenne, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aussi. Bien sûr, ça se déroule dans les confins orientaux ça se déroule dans des lieux non loin de ceux où a éclaté une nouvelle crise, qu'on est en train de vivre, la guerre en Syrie, la guerre des provinces devenues kurdes de la Turquie, avec à nouveau massacres, des migrants, notamment des yézidis fuyants, etc., qu'on pourrait absolument calquer sur celle de 1915-16. Alors, j'ai malheureusement pas pu vous présenter d'autres images, mais vous avez avec l'exposition, je crois, de quoi faire de toute manière. Le centenaire a donné bien sûr lieu à de multiples manifestations commémoratives et scientifiques en France et dans le monde entier. Il y a eu, je ne pourrais pas vous énumérer tous les colloques, les publications, sans doute une centaine rien qu'en France, des expositions, des documentaires, des films de fiction, des articles dans la presse, des dossiers de revue, des monuments, des prises de position au plus haut niveau et même localement. On pourrait citer simplement la déclaration du pape qui a eu un grand effet, la visite du président de la République française en Arménie pour le 24 avril, l'intervention du Premier ministre en France, Manuel Valls, à la cérémonie de Paris, une exposition à l'hôtel de ville, au mémorial, comme je l'ai dit, ce colloque aussi qui était placé sous le patronage du grand amphi de la Sorbonne, là où 100 ans plus tôt déjà, il y avait une soirée d'hommage en présence de Paul Deschanel. Il y a eu aussi des numéros de revue, un numéro de la revue du journal d'histoire que j'ai là, de la revue d'histoire de la Shoah, d'archives juives, l'abécédaire de la première guerre de historiens et géographes, les journées de bois, enfin bref, beaucoup d'éléments. Et puis le génocide des Arméniens est depuis quelques années maintenant enseigné dans le cadre des programmes scolaires de troisième et de première lorsqu'on aborde la première guerre. Bon, c'est un long chemin parcouru depuis une époque où ces événements étaient totalement ignorés ou oubliés ou occultés. Moi, je me souviens dans mon enfance, donc c'était effectivement il y a très longtemps, mais il n'y avait rien dans les manuels. Il n'y avait pas une trace de ça, on n'en parlait pas en cours. Bon, j'imagine que les faits, donc du fait de cette commémoration et de l'exposition, ce que j'ai déjà dit, sont connus dans leurs grandes lignes. Je ne vais pas m'appesantir sur les faits eux-mêmes, le déroulement du génocide. Bon, très peu de mots, sinon juste rappeler qu'il s'agit de la déportation et des massacres des Arméniens de l'Empire ottoman, ainsi aussi que des Assyro-Chaldéens et des Grecs pontiques, voire aussi des Yézidis qui ont déjà été persécutés à l'époque, en 1915-16, au cours du premier conflit mondial, où l'Empire ottoman était allié aux puissances centrales contre l'Entente. Donc les déportations, appelées de façon euphémique délocalisation sous prétexte d'éloignement des zones de combat, ont été utilisées comme un des moyens principaux de la destruction et du camouflage de cette destruction d'une population à l'histoire trimillénaire sur ces territoires, accompagnée de leur spoliation totale dans la perspective de construction d'un État-nation turc avec une économie nationale turque.
Alors les étapes, après les premières défaites face à l'ennemi héréditaire russe sur le front du Caucase, où l'Empire ottoman espérait recouvrer des provinces perdues en 1878, c'était un peu l'Alsace-Lorraine entre guillemets de l'Empire ottoman, hein, des provinces orientales, donc limitrophes de la Russie. Donc après ces défaites sur ce front du Caucase, donc front turco-russe au Caucase et à Suez, donc face aux Russes, et à Suez face aux Britanniques, en décembre-janvier 15, les Arméniens sont désignés comme des boucs émissaires pour masquer l'échec, la débâcle de deux des hommes forts du régime, le ministre de la guerre, Enver Pacha, et le ministre de la marine, Djemal Pacha. Donc les conscrits sont désarmés, affectés à des bataillons de travail, exécutés, les fonctionnaires sont démis, les notables et les élites intellectuels sont arrêtés, éliminés, dont ceux de Constantinople, donc on l'a évoqué tout à l'heure, qui sont la rafle du 24 avril 1915 à la veille de la bataille de Gallipoli, dans la campagne des Dardanelles, marque le début, si vous voulez, un petit peu devenu la date de commémoration, mais ça avait commencé un petit peu avant. Et puis après la décapitation des élites et donc la disparition des hommes valides, on s'attaque aux villes et aux villages, aux femmes, aux enfants, aux vieillards, aux hommes qui avaient été exemptés de service militaire pour des raisons professionnelles, les médecins ou les artisans en particulier. Et ils sont soit massacrés sur place, soit déportés et anéantis au cours de longues marches de la mort vers les déserts de Syrie. Donc d'avril à mai 15, ce sont les provinces de l'Est qui subissent ces massacres et déportations. De juin à septembre 15, les provinces de l'Ouest. Et puis il y aura une deuxième étape en 1916 contre les survivants des camps de concentration des déserts qui sont emmenés encore un peu plus loin, entassés dans des grottes, brûlés, etc. Alors évidemment, il y a toutes les atrocités que l'on peut imaginer, les viols, les tortures, les rapts des femmes et des enfants les plus beaux qui sont réduits en esclavage, des expérimentations médicales, des conversions forcées, des monuments religieux détruits. Enfin, je passe là-dessus. En tous les cas, en 2 ans, donc dans un temps très court, on dirait que le génocide des Tutsis au Rwanda s'est déroulé de façon encore plus courte, mais bon, à l'époque, c'est déjà relativement court, l'Anatolie est vidée de sa population arménienne, donc comme on l'a dit tout à l'heure, estimée entre 2 millions à 2,5 millions en 14. Bon, le nombre des morts est évalué entre 1,2 million et 1,5 million, on n'a pas fait le décompte précis, mais en tous les cas, quels que soient les chiffres retenus, parce que l'État turc nie qu'il y ait eu autant d'Arméniens, parle simplement d'1 million d'Arméniens à l'époque, ce qui est contredit par d'autres statistiques. En tous les cas, même dans ce contexte, des deux côtés, ils admettent qu'il y a eu des massacres, mais non intentionnels, ou des événements dans le cadre de guerre. Ce qui est admis de part et d'autre, de fait, c'est que les 2/3 de la population arménienne sont massacrés. Hein, donc les 2/3 et les survivants sont dispersés. Alors ceux qui survivent, ceux qui ont pu se cacher dans la montagne ou dans les forêts, qui ont été sauvés par quelques musulmans turcs, kurdes, bédouins compatissants, ou bien intéressés par le bulletin. Beaucoup ont été rachetés après l'armistice par des associations arméniennes ou internationales. En 1919-20, environ 300 000, donc c'est à peu près ce qui reste, sont ramenés dans leur foyer avant d'être à nouveau contraints à l'exil lors de la victoire kémaliste. Et ils vont se disperser dans le monde où ils constituent la grande diaspora. En 27, au premier recensement ottoman, il ne reste plus que 65 000 Arméniens dans la nouvelle Turquie. Essentiellement à Constantinople, si on exclut les convertis ou les cachés dont les descendants redécouvrent aujourd'hui la trace. Hein. Il y a beaucoup d'apparitions de gens qui disent, voilà, nous avons une grand-mère arménienne ou un grand-père arménien, c'est plus souvent d'ailleurs des grands-mères, et aujourd'hui ils sont environ, le chiffre est difficile à évaluer, 50 000 principalement donc à Istanbul. D'une façon générale, toute la population chrétienne et juive de l'Empire ottoman disparaît après l'échange de population de 23. Donc même si l'islam est convoqué lors de l'entrée en guerre de l'Empire ottoman, ce ne sont pas des motivations religieuses au sens strict qui ont motivé ces massacres et ce génocide. Les décideurs sont en général athées, de turquification systématique des territoires, de
turcification des populations et pour ce qui reste de l'ancien grand empire ottoman qui, au plus fait de sa gloire, s'étendait du Maghreb, de l'expansion, jusqu'au Caucase. Donc non seulement en 14, ils sont à peine 20 000 aujourd'hui encore, ça n'a pas touché que les mouvements ethnicistes, par exemple les Arabes ou les Kurdes ou les Balkaniques musulmans ont été les réfugiés, par exemple des Balkans, perdus. Les réfugiés du Caucase ont été aussi dispersés dans l'Empire ottoman et émiettés de façon à ne pas constituer de conglomérats, les chefs religieux ou les chefs de village séparés du reste de la population pour qu'ils ne soient pas plus de 5 à 10% dans les provinces. Alors, ils ont souvent occupé la place des Arméniens déportés. Hein. On a souvent des témoignages montrant que quand les villageois arméniens sont sortis de leur village de force, les autres occupent les maisons et les champs, etc. Mais eux aussi ont été redispersés, redéployés dans l'Empire de façon à finalement être complètement assimilés hein, et rentrer dans ce projet d'État-nation. Il ne s'agit pas non plus donc pas de massacre religieux, ni l'islam est convoqué, mais c'est pas le but du jeu. Pas de créer une nation musulmane, simplement on considère que certains sont moins susceptibles que d'autres d'entrer dans le projet. C'est pas non plus des massacres entre guillemets à l'oriental, comme auraient dit certains enseignants, y compris de la Sorbonne, avec un côté un petit peu stéréotypé et condescendant, un peu, vous voyez, donc ces populations barbares d'Orient qui ont l'habitude de s'étriper. Il y a toute une dimension moderne du projet, on utilise d'ailleurs des moyens modernes, le train quand il y a des images de train qui dans les zones où il y a une voie ferrée où les gens sont entassés dans des wagons à bestiaux et emmenés. On utilise le télégraphe. Le télégraphe est même un outil de génocide avec ses messages cryptés, cachés, masqués par d'autres télégrammes de couverture qui est utilisé. L'hygiène, par exemple, les médecins qui sont au pouvoir dans le comité central du comité Union et Progrès du gouvernement jeune turc donnent des instructions pour que les gens ne soient pas tués près des cours d'eau, pour qu'on ne jette pas pour que les corps soient brûlés, pour éviter les épidémies. Donc il y a toute une dimension de cet ordre. Et puis un camouflage à laquelle, je vous disais notamment les déportations qui servent de moyens et puis qui apparaissent comme un déplacement bien sûr forcé nécessité par la guerre et un camouflage légal parce qu'il y a tout un arsenal de lois qui organise ces déplacements, qui organise la confiscation des biens dits abandonnés, qui organisera après la vente aux enchères. Il y a toute une dimension tout à fait moderne. Donc après la perte des possessions européennes et africaines de l'Empire ottoman tout au long du XVIIIe, XIXe siècle, la perte des provinces balkaniques en particulier est un grand traumatisme pour les dirigeants qui sont presque tous originaires des Balkans. Ce sont des musulmans de Macédoine, de Bulgarie, d'Albanie, etc. Donc un traumatisme. Et leur crainte maintenant, c'est de perdre les provinces arabes et les provinces anatoliennes. Donc il y a une vision jaillie du darwinisme social des dirigeants venus au pouvoir donc dans ce exil ininterrompu depuis des décennies et devant la désagrégation de l'Empire que n'ont pas sauvé les politiques antérieures d'ottomanisme, c'est-à-dire de tentatives de donner des droits égaux à toutes les populations, ou de pan-islamisme qui a été utilisé sous Abdulhamid, où il a essayé de s'appuyer sur les musulmans contre les autres, voire de constitutionnalisme, avec vraiment d'aller vers le sens d'un empire rénové, une monarchie constitutionnelle, etc. Et lorsque la guerre arrive, l'idée de ces dirigeants, donc je vous dis frappés aussi formés en Europe, je vous disais c'est une histoire européenne, ils ont été souvent sur les bancs des écoles ou des universités européennes, les militaires ont été formés par les Allemands, les idées européennes sont partout, là-bas dans la presse, etc. L'idée c'est que maintenant c'est eux ou nous, et maintenant ou jamais avec la guerre. Donc on a différents ingrédients, une idéologie révolutionnaire. On va avoir aussi bientôt, après la révolution jeune turque et les grands espoirs nés de cette révolution qui est en réalité un putsch militaire contre le sultan fait par des militaires et une évolution petit à petit vers une dictature et une dictature d'un parti État unique.
avec le mouvement Jeunes Turcs, qui était un mouvement né dans 1889-90, avec des tendances, on pourrait dire, girondines ou jacobines, mais malheureusement va l'emporter. Donc on a donc tous ces ingrédients lorsque se déroule toute la communauté internationale est occupée sur ses propres fronts. Donc il y a un temps court du génocide, qui est à l'époque même de la presse provinciale en France. Je veux dire, vous avez des unes très tôt sur ce qui se passe le 24 avril, dès le 27 août, la France, l'Angleterre et la Russie. Le 24 mai 1915, donc c'est-à-dire à peine un mois après le grand coup d'Adana en 1909, tient le gouvernement Jeunes Turcs pour responsable et s'engage à l'humanité et la civilisation en train de se commettre. Donc on a très tôt conscience de ce qui se passe. La négation se déroule au fil de l'exécution, à la fois par le moyen utilisé, comme je le disais, la déportation, sous prétexte des nécessités de temps de guerre, la trahison des Arméniens, ou entre guillemets, qui seraient passés du côté russe, qui est pas tout à fait exact, puisqu'il y a effectivement des groupes de volontaires qui sont un des arguments, mais qui sont surtout côté russe, mais qui sont surtout constitués d'Arméniens du Caucase, sujets russes, qui devancent l'appel, ou des réservistes qui se joignent à l'armée russe. Bon, les sujets russes sont conscrits dans l'armée russe, les sujets ottomans dans l'armée ottomane. Bon, la Perse est neutre, mais je veux dire, ils sont sujets ils sont conscrits dans les armées de leur citoyenneté. Donc, et puis ce phénomène des volontaires, j'insiste un peu dessus parce que c'est un des grands arguments du négationnisme. On le retrouve dans tous les États transfrontaliers. En Pologne, en Tchécoslovaquie, en France, avec les Alsaciens lorrains. Donc c'est pas un phénomène propre. Et on le retrouve aussi au Caucase, du côté des musulmans du Caucase, qui s'engagent côté ottoman. Bon, mais pour autant, ils sont pas tous objets de génocide. Alors l'argumentaire n'a pas beaucoup varié du négationnisme. Il s'est rien passé, pas grand-chose. Ils l'ont bien mérité. C'est pas nous, les Turcs, ce sont les Kurdes, ou les tribus, etc. Et nous aussi, nous avons beaucoup de morts. Ou même on a encore plus de morts. Voilà. Donc ça c'est et cet argumentaire n'a pas varié depuis l'époque. Donc ça montre que le négationnisme est consubstantiel au génocide. Alors non seulement le génocide est connu très tôt, mais il est très vite caractérisé pour ce qu'il est, même si le terme n'existe pas encore. On parle déjà de meurtre d'une nation. L'ouvrage que vous évoquiez tout à l'heure, Le meurtre d'une nation, en fait, c'est pas mon ouvrage, c'est un ouvrage de Toynbee, Arnold Toynbee, l'historien Toynbee, qui a été commandité par le Foreign Office pour décrire ce qui se passe. Alors bien sûr, ça rentre dans le cadre de la propagande de guerre, de la dénonciation des atrocités, comme on dénonce les atrocités commises en Belgique par les Allemands, ou les atrocités polonaises, etc., mais en s'appuyant sur des récits tout à fait réels et en faisant vraiment œuvre d'historien, c'est-à-dire qu'il a compris très tôt ce qui se passait. Cet ouvrage est publié dès septembre 15. Et c'est déjà un ouvrage, c'est pas simplement des témoignages d'atrocités précises, c'est déjà la compréhension des mécanismes à l'œuvre. C'est un véritable ouvrage d'histoire. Donc, et dès septembre 15, on est capable d'écrire un ouvrage d'histoire sur ce qui s'est passé en parlant de meurtre d'une nation, on parle d'extermination d'une race. En arménien, on utilise alors à l'époque surtout le terme de déportation, grande déportation, en arménien ou en turc, seferbelik, alors qui était aussi utilisé pour la conscription, ou très tôt d'arménocide. Alors bien sûr, le génocide sera dénoncé à la conférence de la paix et dans notamment le traité de Sèvres, dans la partie relative, comme pour le traité de Versailles, aux criminels de guerre et dans la partie sur les réparations. Il y aura des jugements en cour martiale à Constantinople même, au lendemain de la guerre, par des tribunaux turcs mis sur pied par les opposants des jeunes turcs, parce qu'il y avait aussi des opposants des jeunes turcs, il y a des gens qui se sont opposés à ce qui se passait. Et malheureusement, il y aura un changement rapide de situation sur le terrain. D'un côté, la victoire kémaliste et de l'autre, la soviétisation de la petite Arménie indépendante qui avait proclamé son indépendance au Caucase russe au moment de l'éclatement de l'Empire tsariste. Il y a deux empires qui éclatent en même temps dans la région. Et donc cette soviétisation et la victoire kémaliste, avec d'ailleurs l'alliance des kémalistes et des bolcheviks, va mettre un coup d'arrêt donc non pas à la connaissance du génocide des Arméniens, mais à la reconnaissance et au désir donc effectivement de mettre en œuvre une justice.
Alors la donne internationale donc, amène l'oubli, mais pas pour tous. Donc, je citais tout à l'heure dans la visite de l'exposition Lemkin, qui a été très tôt interpellé par ces événements et qui l'a gardé en mémoire lorsqu'il a forgé le terme de génocide. Et puis récemment, je peux citer les travaux de Stéphane Ihrig, donc qui est un jeune historien, donc deux ouvrages, l'un va sortir, l'autre est déjà sorti, sur Atatürk et les jeunes Turcs dans l'imaginaire nazi, et l'autre de Bismarck à Hitler, la justification allemande du génocide des Arméniens. On connaît tous la petite phrase d'Hitler à la veille de l'invasion de la Pologne qui se souvient encore des Arméniens, mais on voit à travers cet ouvrage, et Mein Kampf, là, qui va être réédité, que c'est présent en permanence et que ça apparaît comme un exemple, un modèle exemplaire de ce qu'il convient de faire si on veut mener un projet de nationalisme exclusif. Alors ça, c'est, je vous dis, le temps court du génocide après. Mais je voudrais revenir sur le temps plus long, revenir un peu sur l'avant, avant de traiter de l'après pour conclure là-dessus. Il y a tout un débat, donc, je disais tout à l'heure en visitant l'expo, sur le moment de la prise de décision et au-delà sur la dimension intentionnaliste ou fonctionnaliste du génocide, enfin que ça a été beaucoup évoqué pour la Shoah. Est-ce que le génocide est décidé sous le coup des défaites, un peu à la dernière minute? Bon, on sait que la prise de décision se déroule entre janvier et février 15, effectivement. Mais du fait des massacres précédents, des massacres hamidiens, des massacres d'Adana et des massacres suivants, à l'époque kémaliste, puisque Kemal a continué le travail, à chasser les gens qui étaient revenus et à empêcher que se constituent, que les territoires, les provinces arméniennes soient attribuées, les anciennes provinces arméniennes de l'Empire ottoman soient attribuées à l'Arménie, réunies à l'Arménie du Caucase russe. Donc cela pose la question de la nature de l'État turc, héritier et successeur de l'Empire ottoman et aujourd'hui à nouveau, toujours grande puissance régionale. Donc c'était un petit peu le fil conducteur de l'expo. Donc le génocide est, selon moi, un des aspects, sinon un des moments précis de la question d'Orient qui agite les chancelleries pendant le long XIXe siècle. Alors traditionnellement, on date la question d'Orient qui est celle du déclin de l'Empire ottoman jusqu'à son éclatement et à l'apparition de la Turquie nouvelle d'un côté et puis des différents pays du Proche-Orient. Donc les grandes dates d'étude de la question d'Orient, c'est 1774, donc l'une des défaites turques face aux Russes sous Catherine II. Donc c'est le grand ennemi qui pousse, qui s'étend au détriment de l'Empire ottoman dans les Balkans et au Caucase, et qui non seulement obtient un certain nombre de territoires le long de la mer Noire, sur les rives de la mer Noire, qui met le pied en mer Noire vraiment et tentant de faire de la mer Noire un lac russe, en s'emparant à terme des détroits, et toute l'histoire de la poussée de la Russie vers les mers chaudes, et qui obtient aussi un droit de protection, alors pas tout à fait de protection au sens actuel, mais un peu comme les capitulations donnaient aux Français, aux puissances catholiques, le droit de protéger les sujets, leurs sujets d'abord, et les sujets catholiques et d'autres gens, donc qui n'étaient pas jugés dans les mêmes tribunaux. La Russie obtient un droit de protection et de parler au nom des orthodoxes. Alors, sauf que les catholiques n'étaient pas très nombreux dans l'Empire ottoman, mais les orthodoxes ottomans, donc qui marquent la fois aussi la poussée russe, irrésistible, qui va ensuite s'étendre encore dans les Balkans, au Caucase. Donc, expansion qui commence à effrayer les autres puissances européennes. Et la fin de la question d'Orient se situe traditionnellement en 1923, avec le traité de Lausanne, qui marque la naissance de la Turquie républicaine actuelle, l'annulation du traité de Sèvres et donc la configuration du Moyen-Orient telle que vous la connaissez aujourd'hui. Mais quand vous voyez toutes les crises des Balkans et du Moyen-Orient, on peut penser que la question d'Orient n'est pas tout à fait finie. Enfin voilà, donc ça c'est le génocide intervient donc dans ce contexte en se rappelant que l'Arménie est au centre de cet arc de crise, qui va au centre géographique de cet arc de crise et sur un terrain de bataille perpétuelle. Alors avant de rappeler ça, je voudrais juste, j'ai un petit peu le temps, vous citer un texte que j'aime beaucoup de Gaston Maspero, grand égyptologue du XIXe siècle, dans son introduction à l'histoire ancienne des peuples de l'Orient classique. Certaines contrées semblent prédestinées dès l'origine à n'être que des champs de bataille disputés sans cesse entre les nations.
C'est chez elles et à leurs dépens que leurs voisins viennent vider, de siècle en siècle, les querelles et les questions de primauté qui agitent leur coin du monde. On s'en jalouse la possession, on se les arrache lambeau à lambeau, la guerre les foule et les démembre. Tout au plus leurs peuples peuvent-ils prendre parti, se joindre à l'un des ennemis qui les écrase, et l'aidant à triompher des autres, rendre du même coup leur servitude assurée pour longtemps. Un hasard inespéré oblige-t-il enfin leur seigneur étranger à les délivrer de sa présence? Ils se montrent incapables de mettre à profit le répit que la fortune leur accorde et de s'organiser efficacement en vue des attaques futures. Ils se divisent en 100 communautés rivales dont la moindre prétend demeurer autonome et entretient une guerre perpétuelle sur ses frontières pour conquérir ou pour conserver la souveraineté glorieuse de quelques arpents de blé dans la plaine ou de quelques ravins boisés dans la montagne. C'est pendant des années une mêlée sanglante où de petites armées se livrent à de petits combats pour la défense de petits intérêts, mais si rudement et d'un acharnement si furieux que le pays en souffre autant et plus que d'une invasion. Ils ne font trêve à leur lutte que sous un maître venu du dehors et ils ne vivent d'une vie personnelle que dans l'intervalle de 2 conquêtes. Leur histoire s'absorbe presque entière dans celle de plusieurs autres peuples. Alors, oui, c'est un trop beau trait, un texte que moi je trouve très beau. On l'avait trouvé en exergue d'un ouvrage de Hassan Twaini sur la guerre du Liban. Donc, j'avais été chercher la citation complète. Et on pourrait utiliser cela pour beaucoup d'autres régions. Mais c'est un petit peu le sort de l'Arménie ou du Caucase qui est là et qui explique un petit peu les choses. Donc, pour ça que dans l'exposition, on a fait un petit panneau rappelant une blague polonaise échangerait histoire grandiose contre meilleur emplacement géographique. Donc l'Arménie se trouve au centre de cet arc de crise et se trouve malheureusement non seulement dans un champ de bataille perpétuel, effectivement, entre les puissances qui s'affrontent depuis la plus grande antiquité, puissances de l'Ouest et de l'Est, empire d'Orient, d'Occident, entre les religions, etc. Et en même temps, un peu à la périphérie, en même temps, des grands empires. Ils sont à la périphérie ottomane, à la périphérie russe, alors ils sont plus ou moins importants pour les uns et les autres. Pour l'Europe, parce que voilà, c'est à la fois l'Europe et l'Asie, mais ils sont à la périphérie aussi. C'est pas une zone prioritaire, c'est pas dans le premier cercle de priorité des intérêts. Et le front d'ailleurs du Caucase, le front turco-russe au Caucase de la Première Guerre, a été très peu étudié. Quand vous pensez Première Guerre, vous pensez Verdun, la bataille de la Somme, etc. On oublie que c'est une guerre mondiale, mais qui se déroule sur plusieurs fronts. Alors évidemment, éventuellement, on pense au front de Salonique, un peu au Proche-Orient, Suez, etc. Mais c'est tout à fait oublier ce qui se passe là-bas. Or, la guerre s'y déroule aussi, comme en Extrême-Orient, comme ailleurs. Donc, le problème de l'Arménie, c'est que c'est toujours sur un champ qui est compliqué. Donc, les chancelleries, cette question d'Orient qui est celle de du déclin et jusqu'à la fin de l'Empire ottoman, partage des dépouilles en respectant le dogme de l'équilibre des puissances européennes rivales, ce dogme né au Congrès de Vienne, et qui vont utiliser les puissances européennes pour rivales, dont la Russie, mais aussi la France, l'Angleterre et les autres, utiliser différentes armes, l'arme militaire, économique, diplomatique, culturelle, religieuse, avec des tas de missions envoyées, et aussi humanitaire. J'évoquais tout à l'heure la question de la protection des minorités, donc une espèce de droit d'ingérence, même si ça ne s'appelle pas tout à fait comme ça. Donc c'est une question de relations internationales où l'Empire ottoman, lui, tente de jouer des rivalités de ses adversaires, en pratiquant une diplomatie de la discorde, avec des puissances qui ont des intérêts variés. La France et l'Angleterre, par exemple, sont en faveur d'un affaiblissement, certes, mais d'une relative stabilité de l'Empire, parce qu'ils ne veulent pas que l'Empire russe s'étende trop. Donc ils veulent bien un empire affaibli mais sous contrôle et puis ils sont surtout intéressés par des expansions de zones d'influence d'envoyer des missions, d'avoir des concessions économiques, même s'ils ont des appétits coloniaux aussi en Afrique du Nord. Les pays frontaliers, Autriche et Russie, eux, sont plus intéressés par des territoires. Donc c'est déjà différent. L'Allemagne, qui est la dernière venue après l'unité allemande sous Bismarck, puis et la défaite française à Sedan, puis l'Italie, eux ont des visions surtout économiques et d'obtenir des concessions, chemin de fer, le marché de l'armée, par exemple le marché de l'expertise militaire, qui jusqu'à Sedan était tenu par la France pris en charge par les Allemands qui forment l'armée ottomane.
Les chefs d'état-major de l'armée ottomane, de la gendarmerie sont allemands. Je vous dis que c'est une histoire aussi européenne. Donc l'Empire ottoman joue sur ces rivalités, mais son déclin n'est pas seulement un problème de relations extérieures, d'une puissance malheureuse, c'est aussi un problème d'empire despotique, militaire, théocratique, avec des problèmes sur la succession, une vision de conquérant aussi de son empire. Moins une vision patrimoniale que de conquérant. Jusqu'aujourd'hui, la Turquie commémore la prise de Constantinople, qui est quand même l'ancienne capitale. Enfin, voilà, on commémore la conquête militaire de Constantinople. Donc ça a un sens. Et puis, du fait de cette théocratie, même si la loi chariatique ne règne pas totalement, il y a une inégalité de fait entre les musulmans et les non-musulmans, et donc ces discriminations diverses, des taxations particulières, l'interdiction de port d'armes, de monter à cheval, enfin toute une série de vexations et de discriminations qui touchent les Ottomans, enfin les non-musulmans. Alors la situation des musulmans n'est pas non plus toujours idéale, du fait des guerres continuelles et avec le déclin. Donc même il n'y a pas que la périphérie chrétienne qui s'insurge, la périphérie musulmane aussi, albanaise, égyptienne, kurde, etc., est aussi en ébullition. Donc les grandes défaites du début du XIXe siècle et surtout l'indépendance de la Grèce, puis la tentative d'indépendance du pacha d'Égypte, vont amener un certain nombre de réformes. Des réformes à la fois matérielles, moderniser l'armée, moderniser le système fiscal, il y avait encore un système d'impôts affermé, comme dans la France d'Ancien Régime, moderniser les institutions, l'éducation, etc., et essayer de donner la citoyenneté. Donc il y a toute une série de chartes qui sont adoptées, on l'explique souvent sous la pression étrangère. Les réformes matérielles marche assez bien, bon, surtout au centre et à l'ouest, mais néanmoins marche assez bien. On voit à la fin du XIXe siècle Abdulhamid produire un grand album photographique avec toutes les nouvelles réalisations, les casernes, les horloges, les nouvelles écoles, les universités, les académies de médecine et autres sur les bâtiments, enfin sur le modèle européen. Les démarches pour l'égalité des droits, en revanche, ne marchent pas beaucoup, ou marchent plutôt parfois en ville, dans les grandes villes ou à Constantinople, mais beaucoup moins dans les provinces, et se heurtent à deux mécontentements. Les musulmans qui trouvent que c'est trop, donner trop de privilèges à des gens qui étaient jusque-là considérés comme des inférieurs, des infidèles inférieurs, et les non-musulmans qui trouvent que c'est pas assez. Et ce double mouvement. La tentation, d'où la tentation de résoudre les problèmes de façon drastique, d'autant plus que ces communautés non musulmanes sont un des éléments d'ingérence des puissances. Dans tous les traités qui sont signés tout au long du XIXe siècle, on rappelle le droit la protection des minorités. Alors c'est souvent cosmétique, l'essentiel des traités, c'est les droits économiques, les concessions sur les ports, le droit maritime et tout ce que vous voulez, mais ça intervient à chaque fois. Et à chaque fois, ça se cumule. Et il y a un rappel au sultan de ses obligations. Et ça finit par agacer. Mais ça finit aussi par sortir les communautés d'une vision d'inclusion dans le reste de l'Empire. En 1856, par exemple, lors du traité de Paris qui amène le sultan à réitérer la charte précédente qu'il avait faite accordant l'égalité des droits, à partir de 1856, donc, les communautés non musulmanes, organisées en millettes, en communautés ethno-religieuses, passent sous la juridiction du ministère des Affaires étrangères. Alors qu'avant, ils étaient sous la juridiction du ministère des Cultes ou de l'Intérieur. Donc c'est un signe aussi, d'une certaine façon, d'extériorisation de ces communautés. La Constitution de 1876, on voit qu'elle est proclamée après une nouvelle défaite contre les Russes dans les Balkans, juste la veille de la conférence. Quand je dis la veille, le soir d'avant la conférence de paix qui doit se réunir pour couper l'herbe sous le pied des demandes extérieures. Donc ça vient pas d'un mouvement non plus spontané et une volonté réelle des sultans. Alors ça dépend des sultans, il n'y a pas une unité, je veux dire, ça dépend des règnes, il y a des règnes plus ou moins bienveillants, plus ou moins éclairés et d'autres plus durs. Mais on voit que ça part pas vraiment d'une volonté d'en bas, ce sont des réformes de toute manière par le haut et qui se heurtent à beaucoup de problèmes.
Et c'est dans ce contexte-là qu'apparaît effectivement, lors de cette défaite et de la conférence de paix à Berlin, que la question arménienne, pour la première fois, est évoquée sur la scène internationale. Au moment de l'indépendance de la Grèce, les Arméniens n'avaient pas suivi les Grecs. Les Russes avaient tenté de les pousser à demander aussi leur indépendance, puis ils n'y étaient pas allés, en disant non, voilà. Et du coup, ils avaient été surnommés la nation fidèle. En 1876, entre-temps, la situation s'est beaucoup dégradée. Avec les pertes territoriales, l'assiette fiscale a diminué, les réformes coûtent cher. Il y a eu avec les pertes territoriales, il y a beaucoup de réfugiés musulmans qui viennent des Balkans ou du Caucase. Le Caucase vient d'être conquis par les Russes. Il y a près d'1 million de musulmans montagnards du Caucase, des Tchétchènes, des Tcherkesses qui déferlent en Anatolie et qui sont installés sur les terres là où ils peuvent, mais souvent sur les terres arméniennes ou grecques. Donc la situation s'est beaucoup dégradée. Il y a les guerres contre les tribus kurdes qui se déroulent aussi sur les territoires arméniens et à qui, à un moment donné, on va donner un blanc-seing pour rapiner et tuer, pour les calmer contre le centre. On leur donne les autres en pâture. Donc la situation s'est beaucoup dégradée et les Arméniens, pour la première fois, vont demander des réformes pour eux aussi, mais pas d'autonomie, pas d'indépendance. Ils demandent des mesures pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Sur le modèle de ce qui s'est passé aussi au Liban, avec une gendarmerie mixte, avec une protection. Alors, au début de la défaite, donc les armées russes occupent le territoire, donc le sultan accepte, et puis l'Angleterre et l'Autriche-Hongrie se démènent pour essayer de repousser l'expansion russe qui leur paraît trop dangereuse, et donc au terme d'accords secrets avec l'Empire ottoman, obtiennent que les réformes dont la qualité est diminuée ne soient plus mises sous l'application, ne dépendent plus de la présence des troupes russes, mais de la communauté sous la garantie de la communauté internationale. Comme la communauté internationale est en rivalité, ça veut dire c'est pas grand-chose. Et pour prix de leur bon service, l'Angleterre obtient un protectorat sur Chypre, où elle a conservé jusqu'aujourd'hui une base, et l'Autriche-Hongrie un protectorat sur la Bosnie, Herzégovine, et vous savez ce qui s'est en étant suivi ensuite de la Bosnie-Herzégovine aux origines de la Première Guerre. Mais désormais, les Arméniens sont dans l'œil du sultan. Et donc de nation fidèle, ils deviennent aussi une nation dangereuse, et tout va être fait pour éviter que se renouvelle le scénario des Balkans ou d'ailleurs, c'est-à-dire que ces protections des puissances, qui vont pas très loin, aboutissent à un moment donné à une véritable autonomie ou à l'indépendance. D'où les massacres de 1894-96, à la suite d'une révolte fiscale quand les Arméniens en ont assez de payer le double impôt, l'impôt aux tribus et l'impôt réel, à l'État. Donc il y a une petite révolte dans quelques villages d'une zone montagneuse traditionnellement plus rebelle, et on envoie les hommes de troupes. Donc la question des réformes, et massacre horrible déjà qui se passe, la question des réformes est remise sur le tapis. Donc le sultan doit accepter finalement, et puis relance des massacres un petit peu dans toutes les provinces pour calmer le jeu, donner un exemple. Alors s'agit-il déjà d'une volonté d'extermination ou de faire un exemple terrible? Donc c'est pas tout à fait de la même nature que ce qui se passera après sous les jeunes Turcs. Mais les jeunes Turcs sont les héritiers souvent les fils des gouverneurs hamidiens qui font ces massacres. Et si on continue la généalogie des élites turques actuelles, vous retrouvez beaucoup de descendants des élites hamidiennes, puis jeunes turcs, puis kémalistes, etc. On peut retracer comme ça des dynasties intéressantes. Donc ces massacres de masse, pour la première fois, à une échelle organisée, planifiée, ça se déroule dans toutes les villes de la même façon, à l'appel d'une trompette de l'armée, donc soi-disant c'est les foules en délire spontanées, etc., qui s'en prennent aux Arméniens traîtres qui voudraient l'indépendance, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc je vous dis, provoque l'émoi général en Europe, il y a un très grand mouvement arménophile, notamment en France, mais pas d'intervention. À la différence de ce qui s'est passé au Liban ou dans les Balkans, il n'y a pas d'intervention des puissances. Donc il y a juste des bonnes paroles, des protestations énergiques. En France, par exemple, Jaurès ou Clémenceau font des grandes déclarations à la Chambre, s'en prennent au ministre des Affaires étrangères, à Noto, etc. Mais il n'y a pas d'intervention. Donc, impunité. Et là aussi, l'impunité
bien servira d'exemple. Alors cette situation qui s'aggrave et qui s'aggrave globalement sous le règne d'Abdulhamid provoque d'autres oppositions et pas seulement des Arméniens, donc l'apparition de ce mouvement des jeunes Turcs contre le despotisme, contre ces atrocités. Et puis les événements que je vous ai évoqués tout à l'heure, qui de défaite en défaite aboutiront à un moment donné à la tentative de régler le problème en se débarrassant du sultan, donc la révolution jeune turque, qui rétablit la constitution de 1876 qui avait été suspendue à peine édictée, mais n'arrange pas ni la situation à l'extérieur, les défaites se poursuivent, et ni la situation à l'intérieur. Et la guerre va apparaître comme une tentative ultime de régler le problème, et notamment de régler la question arménienne. À l'époque, le ministre de l'Intérieur, Talat, utilise le terme de solution finale. C'est pas, quand on le met entre guillemets, c'est une citation d'époque, de mettre une solution finale. Il se vante auprès de l'ambassadeur américain Morgenthau qui proteste, etc., qu'il aura fait plus en 3 mois pour résoudre la question arménienne que le sultan Abdulhamid en 30 ans de règne, et que la question sera réglée pour au moins 50 ans en se débarrassant des Arméniens. Donc je vais pas revenir sur le temps court du génocide. Dans cette période-là, il y a un peu une diplomatie des puissances, des protestations. Les Arméniens essayent aussi de se mobiliser, les Arméniens du Caucase, les Arméniens des communautés, d'informer, à un moment donné, de monter des légions. Il y a beaucoup d'engagés volontaires arméniens dans les armées françaises qui viennent des États-Unis ou d'ailleurs, ou des étudiants qui étaient en France. Il y a une participation aussi à la guerre côté russe en tant que citoyen russe, et une tentative donc de faire valoir la cause arménienne et d'essayer de sortir l'Arménie du joug de l'Empire ottoman, de la gouvernance ottomane. Sans y arriver tout à fait. Alors, en France, par exemple, pendant la Première Guerre, les Ottomans, quelques Ottomans sont autorisés, qui sont ressortissants d'un pays ennemi, de fait, sont autorisés à rester sans être internés dans des camps de concentration comme sujet d'un pays ennemi. Donc en l'occurrence, il s'agit des Grecs, des Arméniens, des Juifs et des Arabes chrétiens principalement, ou des opposants ottomans. Parce que dès le début de la guerre, la France déclare « nous rentrons en guerre », à regret d'ailleurs. Et je rappelle que c'est l'Empire ottoman qui attaque la Russie. Elle attaque les ports russes en octobre 14. C'est pas la Russie qui attaque l'Empire ottoman, mais l'Empire ottoman qui s'est allié secrètement à l'Allemagne et qui rentre en guerre en bombardant des ports russes. Donc la France, lorsque la Russie déclare la guerre, liée par ses obligations d'alliance, déclare quasi textuellement « Nous sommes bien obligés de reconnaître un état de guerre de fait avec l'Empire ottoman, mais nous ne sommes pas en guerre contre l'Empire ottoman ni contre les Ottomans, nous sommes en guerre contre la clique au pouvoir à Constantinople, agent du pangermanisme allemand. » Et ils acceptent donc les minorités persécutées par cet empire de rester. Mais tout au long de la guerre, la France et l'Angleterre sont très anxieux de la politique éventuellement de discorde et de subversion que peut mener l'empire auprès des populations musulmanes des colonies. Il y a d'ailleurs effectivement un bureau musulman à Berlin qui organise la subversion de l'Afghanistan, en Inde, en France, en Algérie, en Tunisie. Il y a des agents turcs qui circulent, donc ils sont très inquiets de ça. La révolte du shérif de la Mecque en juin 1916 va changer la donne, puisque là on a aussi des musulmans qui prennent parti contre l'Empire, mais ils sont très anxieux de ne pas apparaître en guerre contre les musulmans. Et donc ça explique un petit peu ce qui se passera au lendemain de la guerre. Donc je saute au lendemain de la guerre, où, alors certes les Arméniens ont participé au combat directement ou dans les armées, certes c'est une question qui a mobilisé, auquel les gens ont été sensibles très tôt. Certes on parle de la vaillante petite alliée et du fait que, tout le monde connaît les atrocités et c'est parfaitement ce qui s'est déroulé. Et maintenant que les jeunes Turcs sont partis, déjà la donne a changé. Et puis maintenant que la guerre est finie, il faut bien penser au jour d'après, reprendre les relations économiques,
reprendre, etc. D'autant que il y a la révolution bolchevique de l'autre côté, donc il faut aussi se positionner dans cette région. Puis une fois que la France a acquis ce qu'elle souhaitait, le mandat sur le Liban, la Syrie, l'Angleterre a acquis son mandat sur la Palestine, l'Irak, etc. Enfin bref, que chacun a eu son petit bout. Je veux dire, les provinces un peu éloignées ne sont plus tellement d'un grand intérêt. Donc par ailleurs, le traité avec l'Empire ottoman n'est pas la première priorité. La priorité, c'est le traité de Versailles, ou les traités européens. Et donc ça, c'est géré un peu plus tard et la donne sur le terrain a changé. Et donc, quand on arrive à la signature du traité de Sèvres, déjà, il est caduc à peine signé, puisque voilà, sur les lieux, on n'est plus là. Et même la question de la punition des criminels, qui figure dans le traité de Sèvres, va être oubliée parce que les anciens criminels se sont ralliés à Kemal. Une partie va être exécutée par commando arménien, donc Talat, Berlin ou quelques autres. Les principaux vont être exécutés. Ils avaient d'ailleurs été condamnés à mort par contumace par ces tribunaux turcs. Bon, une fois que ceux-là ont disparu, les autres se recyclent chez les kémalistes. Donc il s'agit, comme on veut renouer avec la nouvelle Turquie républicaine, kémaliste, laïque, etc., qui reste une puissance importante, eh bien la question arménienne va être un peu oubliée. Et même la question de la punition des criminels tombe à l'eau. Et au traité de Lausanne, on n'en parle pas du tout. L'Arménie d'ailleurs qui participait à Sèvres, qui était signataire de Sèvres, n'est même pas invitée. Et on parle d'amnistie pour tout ce qui s'est déroulé dans la période de la guerre. Donc Lausanne enterre la question, sinon la question d'Orient, du moins la question arménienne, au moins pour un bout de temps, puisqu'elle a ressurgi à d'autres moments. Donc ce que je voulais vous montrer, et puis bon, je vais arrêter là et répondre peut-être à des questions, une tentative de montrer que c'est pas la question arménienne, la question du génocide des Arméniens n'est pas une question simplement de relations turco-arméniennes. C'est pas quelque chose qui se passe il y a longtemps dans un île ou loin. C'est aussi une histoire pleinement européenne à plein de niveaux, dans lequel l'Europe a eu aussi son rôle négatif, positif. Il est vrai qu'après la guerre, c'est aussi en Europe et notamment en France qu'on a accueilli beaucoup de réfugiés, de rescapés. Donc il y a à peu près 65 000 Arméniens qui arrivent dans les années 20 en France. À la fois, alors certes, on les a accueillis. Il ne faut pas oublier néanmoins qu'on a été aussi les chercher comme travailleurs. Ils sont, après la guerre, la SDN et le BIT, le Bureau international du travail, cherchent à recaser toute cette population massivement dénaturalisée. Vous avez vu le petit passeport retour interdit. Les Arméniens perdent leur nationalité et ottomane, puisqu'elle n'existe plus, et turque. On n'en veut plus, donc on les chasse avec ces passeports retour interdits. C'est pour eux et les Russes dénaturalisés par les bolcheviks que va être créé le fameux passeport Nansen, un passeport d'apatride qui leur donne la possibilité de circuler, les mêmes droits que les citoyens, sauf le droit de vote, mais ils ont le droit de travailler et le droit aussi de faire le service militaire. Les apatrides sont mobilisés pendant la Deuxième Guerre. Donc, s'agissant des Arméniens, donc la SDN et le Bureau international du travail, le haut commissaire aux réfugiés, que préside Nansen, va essayer de trouver une solution, soit dans la nouvelle Arménie soviétique, soit un peu partout dans le monde, là où on a besoin de main-d'œuvre. Alors c'est un moment où les États-Unis commencent à appliquer leur politique des quotas très, très ferme, et la France, après l'hécatombe de la Première Guerre, a besoin de main-d'œuvre masculine. Le Front du travail, d'ailleurs, a été un des fronts de la Première Guerre. On a cherché des travailleurs un peu partout, en Chine ou ailleurs, et donc on va chercher ces Arméniens dans les camps de réfugiés, notamment au Liban ou en Syrie ou en Grèce, où ils ont échoué. Donc ils viennent avec aussi des contrats de travail, puis après ils font venir leur famille. Donc ils sont à la fois effectivement accueillis comme réfugiés, mais aussi avec des contrats de travail. Et leur lieu d'implantation en France n'est pas tout à fait, est un peu lié à ça. On les retrouve dans les bassins d'emploi. Donc ils arrivent en général à Marseille, en bateau à Marseille, pas toujours très bien accueillis.
le maire de Marseille, en 23-24, dit quasiment textuellement, c'est la peste et le choléra qui s'abattent sur la ville, avec tous ces gens, ces orientaux, qui sales, malades, etc. Bon. Et puis, ils sont installés dans des camps de transit, camps Odo, il y a des camps aussi près de Paris, à Gentilly ou ailleurs, et dans les bassins d'emploi, donc les usines de la Seine, près de Toulon, les savonneries, les huileries de Marseille, à Lyon, les domaines textiles, dans les mines, Saint-Chamond, Saint-Étienne, vous voyez, donc et puis autour de Paris où ils sont installés soit dans la ville, soit dans un quartier populaire en général, ou bien dans la périphérie, près des usines. Il y en avait beaucoup à Issy-les-Moulineaux parce qu'il y avait des usines Renault, tout simplement, à Alfortville parce qu'il y avait une usine à gaz et des terrains pas chers. Donc voilà. Et puis il y a toute une partie qu'on a oubliée. Ce sont des orphelins, parce qu'il y a beaucoup d'orphelins. L'Arménie, au lendemain de la guerre, c'est essentiellement les rescapés, c'est essentiellement des petits-enfants et des veuves ou des jeunes femmes. Il y a des groupes d'orphelins qui sont dispersés dans les campagnes, dans le Gers ou ailleurs, donc pour travailler comme garçons de ferme ou filles de ferme, etc. Donc les communautés qui sont regroupées dans des lieux de bassin de travail urbains essaient de reconstituer des familles, de se retrouver, de se marier entre eux. Bon, les autres se dispersent beaucoup plus. Et donc l'origine de la présence arménienne en France, qui en réalité est beaucoup plus ancienne. Il y a des traces d'Arméniens en France dès le Moyen-Âge. Mais enfin, la communauté actuelle est l'essentiel de la communauté actuelle est issu de ce mouvement de l'après-guerre. Donc les pays occidentaux sauront se montrer aussi relativement accueillants envers ces réfugiés. Son essentiel resteront quand même jusqu'à la Deuxième Guerre, en Liban, en Syrie, en Grèce, à Chypre, dans les Balkans, en Roumanie, en Bulgarie, donc au Caucase russe, dans l'Arménie soviétique. Donc voilà un petit peu la fin de cette question arménienne, mais qui a ressurgi néanmoins. Et, vous voyez, 100 ans après, je pense qu'elle reste encore d'actualité. Alors, je vous remercie pour votre attention.